18 août 2014, Daniel, 54 ans, rentre de ses vacances en Bretagne. Il tente alors de joindre Marine, sa fille âgée de 28 ans, mais elle ne répond pas. Daniel voulait simplement lui dire qu'il était bien rentré, qu'il avait hâte de prendre la route le lendemain pour la retrouver. Car 500 km séparent Daniel de sa fille, qui habite une petite commune de l'Aude. Mais peu avant 20 h, Daniel reçoit un appel de son ex-femme, la mère de Marine. Affolée, elle lui explique qu'elle vient de recevoir un appel de Michael, le petit ami de leur fille, et qu'il serait en train de la tuer. Puis 5 minutes après, Daniel reçoit un appel qui va sceller son avenir. Marine vient de succomber sous les coups de son compagnon. Elle a reçu 18 coups de couteau. Daniel savait que sa fille avait envie de quitter Michael et qu'elle tenait à lui dire de vive voix. Daniel s'imagine alors que son gendre n'a pas supporté la rupture et a préféré tuer Marine plutôt que de la voir s'éloigner. Avant de recevoir Daniel en direct sur ce plateau, retour en image sur ce jour d'été où la vie d'une jeune femme a été brutalement arrachée. Nous sommes à Saint-Laurent de la Cabreries, dans l'Aude. C'est dans ce petit village de 700 âmes que vit Marine, une jeune femme de 28 ans. En couple depuis 7 ans avec Michael, 32 ans, Marine travaille en tant qu'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à Narbonne. La jeune femme a aussi pour projet de reprendre des études supérieures afin de valider un master en langue occitane. Mais l'émancipation de Marine n'est pas du goût de son compagnon, Michael. D'autant plus que la vie professionnelle de Michael est loin d'être épanouie. Cet ouvrier agricole est en effet en arrêt de travail pour dépression depuis plusieurs mois. Et durant l'été 2014, il se fait même licencier. En août, le mal-être du trentenaire est tel que les relations au sein du couple dégénèrent. Le 18 août 2014, vers 15h30, une dispute éclate entre Marine et Michael. Marine prévient alors des amis qui habitent à proximité que son conjoint vient de lever la main sur elle. Ils avertissent alors les gendarmes qui se rendent aussitôt au domicile de Michael et de Marine. Sur place, la situation semble s'être apaisée et le couple assure aux forces de l'ordre que tout va bien. Mais peu de temps après le départ des gendarmes, la décision de Marine est prise. Elle veut mettre un terme à sa relation avec Michael. Et elle souhaite lui annoncer de vive voix. Elle lui explique donc qu'elle va partir passer quelques jours chez des amis pour faciliter la rupture. Michael entre alors dans une rage folle. Il l'empêche de quitter la maison, sort un couteau et se déchaîne sur la jeune femme. Dans un premier temps, Marine parvient à s'enfuir vers le jardin. Mais son conjoint la poursuit, la couche par terre et devant les voisins qui le supplient d'arrêter, il l'égorge. Au total, Marine a reçu 18 coups de couteau. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, car la famille de Marine va apprendre la nouvelle de la pire des façons. Quand il a eu fini ça, il a posé son couteau, il s'est mis debout, il a appelé la mère de Marine, il lui a dit voilà, c'est fait, je fais ce que j'avais à faire. Il s'est roulé une cigarette et il a fumé une cigarette en attendant les gendarmes. À l'issue de sa garde à vue, Michael est mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. L'histoire est tragique parce que vous avez perdu votre fille dans cette affaire. Et en plus, la façon dont les choses se sont passées sont encore plus dures, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui continue à vous obséder ? Alors, voilà, perdre un enfant, c'est quelque chose d'horrible. Comme le crime, hein, le crime comme il a été fait, c'est un crime horrible dans les conditions où il a été fait. C'est-à-dire que il n'y a pas simplement eu les coups de couteau pour tuer Marine. Il y a eu un moment donné où il a voulu la faire souffrir. Il a voulu la terroriser. Les coups de couteau mortels ont été qu'à la fin. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, il a essayé de l'égorger, mais sans la tuer.
Il a voulu voir son regard terrorisé. Il a voulu la voir agoniser. Et voilà, c'est ce qui est terrible, encore plus terrible dans ce qu'il a fait. J'ai l'impression que vous, le papa, ce qui vous touche le plus, c'est d'imaginer en fait ce qu'a pu ressentir votre fille pendant ces moments-là. Voilà, exactement. C'est toute cette souffrance. Jusqu'à quelque temps, dès que je fermais les yeux, je voyais le meurtrier tuer Marine. Je le voyais l'égorger. Le dernier coup de couteau qu'il a pu lui donner, ça lui a fracturé le sternum. L'expert disait qu'on voyait des fractures de cette façon-là que dans les accidents graves de la route. Donc c'est pour vous montrer la méchanceté et la violence du coup. Et comme il a dit au tribunal, il a voulu l'achever donc du dernier coup de couteau. Ça date de 2014 ? Ça date de 2014. C'est-à-dire il y a 5 ans. Oui. Et aujourd'hui encore, vous nous dites que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand je fermais les yeux, je revoyais ça encore. Exactement. Je revois toujours cette scène. Voilà, la scène du déplacement dans la maison, la scène dans la cour. Voilà, j'ai beaucoup écouté les témoins, différents témoignages, et pour me faire un petit peu la réalité, un petit peu des faits, quoi. Oui, parce que vous étiez à plusieurs centaines de kilomètres, mais cette scène, vous ne l'avez jamais vue en réalité. Non, en fait, jamais vue. Votre esprit a besoin de réimaginer tout ça, d'imaginer tout ça. Voilà, d'imaginer tout ça, mais en même temps, c'est pas de l'imagination, c'est de remettre ce qui a été dit par les témoins, on va dire, dans le réel, quoi. Dans le réel. Et surtout, ce qui était aussi important pour moi, c'est que je n'ai jamais pu voir Marine après. On m'a toujours interdit de la voir. Et voilà, on a enterré Marine et je ne l'avais jamais vue. Donc, voilà. En même temps, vous gardez l'image d'elle vivante et heureuse. Oui, mais je pense que j'avais besoin aussi de la voir autrement. Pour vous rendre compte ? Quand on est parent, on ne peut pas se cacher la vérité de ses enfants. Et on doit accepter, on va dire, le pire, et on doit l'admettre, et puis voilà, ce qui est important. Marine, quand elle a été tuée, assassinée, parce qu'il faut employer les mots, elle avait 28 ans. Ça faisait 7 ans qu'elle était avec ce garçon. Ça faisait 7 ans, exactement, oui. Elle vous semble heureuse ? Alors, on va dire que c'était peut-être un couple particulier dans le sens où lui, il n'était pas bavard, il était très discret. Lui avait 32 ans au moment des faits, il était ouvrier agricole. Il était ouvrier agricole, elle l'avait rencontré juste sur un domaine dans le sud, où elle était partie rejoindre sa mère quand elle avait 21 ans. Et ça lui a permis à ce moment-là, comme elle le disait, de pouvoir quitter aussi le domicile familial, à un moment donné. Et je pense qu'elle a été petit à petit, durant ces années-là, elle a subi une sorte de soumission, elle a été isolée, elle a été, on va dire, humiliée, pas reconnue à sa juste valeur. Et au moment où elle voulait un petit peu sortir de tout ça, c'est-à-dire qu'elle avait repris ses études, elle allait passer une licence d'occitan, pour pouvoir être enseignante dans une école, une caladreta, donc du côté de Narbonne. Elle avait beaucoup maigri. Mais cette humiliation dont vous parlez, tout ça, c'était de la part de son compagnon ? C'est de la part de son compagnon, voilà, qui voulait la voir toujours grosse, qui voulait la voir toujours, voilà, d'une certaine façon. Mais pourquoi ? C'est bizarre, non ? C'est bizarre, ouais. C'est bizarre, c'est-à-dire qu'il voulait la garder pour lui, qu'il voulait la... Voilà. Il voulait pas qu'elle soit un objet de désir vu de l'extérieur ? Exactement, exactement. Vous le ressentiez, ça ? Vous aviez compris déjà cette relation étrange qu'il y avait entre eux ? Non, parce que disons qu'on ne se voyait pas souvent. On voyait pendant les grandes vacances, ou soit les petites vacances, mais soit parce que nous on y allait, on passait quelques temps là-bas, soit parce que Marine venait. Mais on n'avait pas des contacts réguliers. Et c'est vrai que c'est après coup où on met plusieurs éléments les uns à côté des autres qu'on arrive à comprendre. C'est comme un puzzle en fait. Exactement. Tout à coup, tous les morceaux. Exactement. Et quand tout est fini, on se dit mais tout était là, quoi. Tout était là, les signaux étaient là. Mais on les a vus qu'après. Mais c'était quoi le caractère de Marine ? Elle s'était laissée faire en fait. Elle était un peu, et c'est pas péjoratif, mais un peu soumise en fait, parce qu'elle était amoureuse peut-être ?
Alors, je pense que, je sais pas si elle était amoureuse, je pense que il lui a permis de sortir un petit peu du milieu familial en disant voilà. Et peut-être qu'au début elle était amoureuse, après ils n'avaient plus aucune, on va dire, il n'y avait plus aucune relation entre eux, c'est-à-dire qu'ils faisaient chambre à part. Ah oui. Ils avaient chacun leur passion. Marine avait la passion pour les chiens de troupeau. Donc elle. En fait, ils coexistaient, quoi, simplement. C'est ça, ils coexistaient dans le même appartement. C'était pas un vrai couple? C'était pas un vrai couple. Et ça veut dire que lui avait besoin d'elle. Ouais. Et elle n'avait pas forcément besoin de lui, mais elle était quand même soumise à ses... Mais vous savez à quel moment ce qui était un couple, en fait, a basculé dans une coexistence entre bons amis, quasiment, quoi? Je pense que c'était même plus des bons amis, c'était vraiment chacun pour soi, mais lui avait vraiment besoin de Marine pour exister. C'est-à-dire qu'il au niveau administratif, il ne faisait rien, on va dire. Hein. Donc c'est Marine qui faisait tout. Et donc ce jour-là, en fait, le jour où le drame s'est passé, c'est justement le jour où elle avait envie de lui dire a priori que c'était fini et qu'elle avait plus envie de ce type de vie parce qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Elle voulait partir. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre, mais ça faisait que 10 jours. Donc, on va dire, personne ne le savait. Lui, il n'était pas au courant non plus. Par contre, lui il avait passé une semaine chez la mère de Marine, juste avant, et elle l'avait mis dans le train le matin, pour qu'il rentre à Narbonne. Disons que Marine ne répondait plus à ses messages, etc. Donc, il était inquiet, il était remonté, Et il y a une sorte de cocotte-minute, il y a quelque chose qui s'est créé pendant cette semaine-là, où quand il est parti, le matin de la gare de Saône-et-Loire, quand il est parti, il a dit de toute façon je rentre et je vais tout fracasser, je vais tuer ceux qui m'ont fait du mal et Marine en fait partie. Voilà. Donc ça, la maman de Marine l'a entendu. Voilà, ça c'est marqué, c'était au tribunal, voilà. Elle a été pas inquiète en entendant ça? Je pense qu'il y a dû y avoir il y a dû y avoir des inquiétudes. Et le pire, c'est qu'on l'a obligé à aller chercher Mickaël au train. Voilà, on a dit, voilà, faut que tu ailles chercher Mickaël va l'archer au train parce que il va se suicider si tu le quittes, voilà. Donc elle s'est sentie obligée d'y aller. Et profondément, je pense que ça a été un des premiers facteurs qui a fait que on aurait pu sauver Marine par rapport à ça. Alors, il y a beaucoup de choses d'ordre psychologique dans tout ça, dans tout ce que vous nous décrivez. Je me tourne vers Inès Gauthier, bien évidemment, notre expert psychologue aujourd'hui. Alors, d'abord, plusieurs choses. Il y a cette forme d'emprise, au fond, qu'a ce garçon sur Marine. Il veut pas qu'elle s'arrange, il veut pas qu'elle se soigne, il veut pas qu'elle maigrisse, il veut pas qu'elle se fasse jolie, qu'elle se maquille, etc. Pour la garder pour elle. Enfin, c'est l'hypothèse que j'avançais tout à l'heure en disant c'est une façon de la posséder, qu'elle ne suscite pas le désir chez d'autres hommes. Ça ressemble un peu à ça quand même. Ah oui, je pense que vous avez raison, Jean-Marc. C'est une situation typique d'emprise, en plus progressive, donc on voit pas vraiment les choses venir. Ça se met en place petit à petit, et même quand la personne victime de l'emprise s'en rend compte, de toute façon, il est trop tard. Soit elle a trop peur, soit elle est plus assez indépendante, ou financièrement, ou psychologiquement, ou physiquement pour s'en sortir. Parce qu'en effet, critiquer quelqu'un, en fait, la dévaloriser, soit sur son physique, en disant de toute façon, moi je t'aime, mais qui voudra de toi sinon? Donc on se dit, je vais finir tout seul si je pars. Ou alors t'es pas assez intelligente, ou faire douter même de sa santé mentale. Dire à quelqu'un, mais t'es complètement folle, tu délires, etc. Couper les vires. Enfin, tout ça, c'est des manières d'isoler la personne, socialement, matériellement, psychologiquement. Donc, c'est s'assurer qu'elle va rester près de vous. Et après, il y a cette vie à deux que vivait Mickaël avec Marine. C'est-à-dire qu'ils vivaient ensemble sans vraiment vivre ensemble. Ils faisaient chambre séparée, hein, vous nous disiez. Oui. Donc, ça veut dire qu'au fond, est-ce qu'il y avait un désir encore? Pourquoi est-ce qu'ils vivaient ensemble? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on continue à vivre ensemble sans qu'il y ait de désir ni presque de lien? Ce que vous avez décrit, c'est que ça ressemblait à une relation de codépendance. Finalement, il avait besoin d'elle, administrativement, etc. Peut-être comme presque un enfant avec sa maman, quoi. C'est-à-dire qu'elle le subvenait à ses besoins au quotidien. Et elle, étant sous une emprise et n'ayant
plus trop les moyens de partir ou ayant trop peur pour partir, ben, c'est pas qu'elle avait besoin de lui, mais elle dépendait de lui d'une certaine manière où elle n'était pas libre de s'en aller. Donc oui, on a une relation où les deux personnes dépendent l'une de l'autre et ne peuvent pas se séparer, mais donc l'amour, il y en a plus forcément. Par contre, il y a un besoin de rester ensemble. Il n'y a pas la possibilité de faire autrement, donc on peut faire chambre à part, mais par contre, on reste ensemble et on reste dans la même maison. Daniel, aujourd'hui, on a bien compris que vous avez bien analysé tout ça parce que vous avez réussi à assembler tous les éléments. Mais à l'époque, pendant cette période, est-ce que vous étiez inquiet, au fond? Est-ce que vous étiez inquiet de voir Marine avec cet homme? Non, j'étais pas du tout inquiet. Voilà, je savais que... Vous n'aviez pas senti cette emprise monter, en Non, bon... on était allé chez Marine, c'était le mois de janvier, on avait passé quelques jours au mois de janvier à Narbonne en 2014, donc quelques temps avant. Et là, on avait vu quand même qu'il avait joué aux jeux vidéo toute la nuit. Donc on était avec Léa et Nathan, donc son petit frère et puis sa petite sœur qui était là. Et on n'avait pas dormi de la nuit. Et alors, à cause du bruit, mais en même temps, je pense qu'on avait un sentiment je sais pas, d'insécurité qui est... Il y avait des ondes négatives, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. On sentait quelque chose. Et tous les quatre, on n'avait pas dormi, quoi. On s'était vu, on avait dit, bon... Et en même temps, lui, il avait joué toute la nuit, voilà, des jeux très violents, quoi, déjà. Hein, donc, voilà, c'est des bruits qui étaient assez... Et cette violence, elle s'exerçait pas sur Marine? Il ne la frappait pas, par exemple? On n'était pas au courant. Après, on a appris que, voilà, ça a pu arriver quelquefois. Mais c'était plutôt rare, quand même? C'était arrivé, ouais, au niveau de la fréquence, je peux pas vous dire, mais c'était arrivé, quoi. On l'avait appris. Elle vous en a jamais parlé non plus? Marine nous a jamais parlé. Quand on l'a vue au mois de juillet, juste avant, donc elle est allée en Saône-et-Loire, j'encadrais un stage sportif, donc elle est venue me voir sur le stage. Et elle en a parlé un petit peu avec Caroline, donc mon épouse, et elle a dit, j'appréhende beaucoup le mois d'août. Parce que Michael est au chômage, parce que voilà, je sais pas comment ça va se passer, et on sentait, voilà, il y avait quelque chose qui arrivait, quelque chose qui se construisait, mais en même temps, c'était pas des signaux alarmants. Ouais. Et elle appréhendait ce mois d'août parce qu'elle allait devoir le passer avec lui. Voilà. Parce qu'ils allaient être ensemble, c'était un mois de congé. Voilà, et là, c'était la vie à deux, et tout, voilà. à plein temps. Ça risquait d'être compliqué. Alors, vous décrivez Michael comme quelqu'un de renfermé, qui ne sortait pas beaucoup et qui passait beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo violents. Mais le plus inquiétant, c'est que Michael aurait fait part de ses pulsions meurtrières à votre ex-femme, vous nous disiez tout à l'heure, quelques heures seulement avant le drame. Et pourtant, cet homme s'était montré très peu souvent violent envers votre fille. Dans la région, le meurtre de Marine provoque une onde de choc. Car avant le drame, Michael ne se serait jamais montré violent avec sa compagne. Pourtant, les proches de la jeune femme avaient un mauvais pressentiment. Décrit comme discret et renfermé, Michael avait une vie sociale peu développée. Et il passait son temps à jouer à des jeux vidéo violents. Plus inquiétant encore, le matin même du drame, Michael effectue des travaux chez la mère de Marine. Il aurait alors déclaré vouloir éliminer tous ceux qui lui ont fait du mal, y compris Marine. Car Marine ne lui répondait plus au téléphone. Le trentenaire décide alors de rentrer à son domicile et le soir même, il commet l'irréparable. En mai 2017, près de 3 ans après les faits, le procès de Michael s'ouvre devant la cour d'assises de l'Aude à Carcassonne. Durant toute la durée des audiences, il reste mutique et n'explique pas son geste. Au terme de 3 jours de procès, l'homme de 35 ans est condamné à 24 ans de réclusion criminelle. Mais Michael, qui juge sa peine trop sévère, décide de faire appel. C'est un coup dur pour les proches de Marine. Il m'a détruit, il a détruit ma famille, il a détruit beaucoup d'amis. Et c'est pour ça que je veux que lui soit détruit aussi. Fin décembre 2019, à l'issue d'un second procès devant la cour d'assises de l'Hérault, Michael avoue enfin qu'il est bien à l'origine de la mort de Marine. Il est alors condamné à 28 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Daniel, le papa de Marine, qui est toujours en direct avec nous. Vous avez des mots très forts, Daniel, dans ce reportage. Vous dites il a détruit ma vie, je veux qu'il soit détruit aussi. Ouais. Il m'a détruit.
Il a détruit ma famille, il a détruit tous nos amis, il a détruit beaucoup de monde. Et il a fallu que je me reconstruise. Le premier procès à Carcassonne, je suis sorti du procès, parce qu'un procès d'assises, vous n'en sortez pas indemne. J'ai cru que j'existais plus, quoi. J'ai cru que j'existais plus. J'ai essayé de me reconstruire, d'avancer. C'était très difficile. C'était très difficile. Voilà, j'ai même arrêté de travailler, en prof de sport. J'avais plus envie d'être dans l'éducatif. Je comprenais plus à quoi ça servait. Voilà, donc j'ai arrêté. J'ai passé un diplôme de sophrologue qui a pu commencer à me reconstruire, à me permettre d'avancer aussi. Et Quand vous dites j'ai cru que j'existais plus, ça veut dire quoi? Vous êtes vide. Vous êtes vide, vous êtes plus rien. Vous êtes plus rien et vous demandez pourquoi vous avancez. Il n'y a plus de motivation pour la vie? Voilà, c'est ça. Vous avez plus de projet, vous avez plus de... Vous savez, il y a dans la sophrologie, donc il y a le professeur Caicedo qui a dit le meilleur remède contre la dépression, c'est d'avoir des projets. Et c'est vrai, il a raison. C'est le mental, ça veut dire que donc il faut toujours avancer et pour pouvoir se construire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire vous pensez à mourir dans ces moments-là aussi? Non. Vous pensez que ça peut être une solution ou pas? Ouais, peut-être que je l'ai pensé involontairement, mais c'était pas ça. C'était pas ça. C'est que je subissais. Je ne luttais plus. Je subissais. Voilà. Et à l'approche du deuxième procès, c'est là où je me suis dit, j'ai été aidé par Léa, par ma fille aussi, et qui m'a dit, papa, il faut que tu te réveilles, quoi. Il faut que tu te bouges un petit peu, il faut que tu le fasses aussi pour Marine. Et là, je me suis dit, il faut que ce procès, il nous serve, et ce procès, il soit utile pour nous. Et il a voulu un appel, mais ça va pas lui servir à lui. Ça va nous servir à nous. Pour vous reconstruire. Exactement. Maître Philippe-Henri Honegger, Daniel disait quelque chose de très fort. Il disait finalement on ne sort pas indemne d'un procès d'assises. Pourquoi c'est si dur, un procès d'assises? C'est très dur pour les victimes, c'est très dur pour tout le monde. Mais si vous voulez, la particularité en France, c'est que a priori, les victimes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les parties civiles, sont une partie un petit peu extérieure au procès. Normalement, un procès d'assises, c'est l'accusation, l'avocat général, le parquet, face à celui qui est accusé, et les juges pour en décider. Les victimes ont parfois l'impression d'être un petit peu en dehors des débats, qu'on leur laisse pas forcément leur place. Et pourtant, elles investissent énormément ce moment-là, qui est le moment déjà pour connaître la vérité, parfois même pour essayer, on va aller dire, d'apaiser leurs sentiments. Parfois, ils parlent même de faire le deuil dans des affaires comme ça. Et donc, on peut avoir parfois un sentiment de frustration. Donc, c'est difficile déjà pour ça. Et puis, c'est difficile parce qu'on est aussi confronté à des choses auxquelles on n'a pas nécessairement eu accès pendant toute l'instruction du dossier. Parce qu'aux assises, on montre tout et on dit tout. Et parfois, on n'a pas forcément envie de tout voir et de tout entendre, ou en tous les cas, même si on en a envie, ça peut heurter un peu plus que ce qu'on pensait au départ. Daniel, c'est quoi? C'est voir certaines choses, c'est entendre certaines choses qui vous a fait mal aux assises? Le premier procès, on n'a pas vu beaucoup. Il n'y a pas eu de photos de mise. Par contre, d'entendre, de voir le meurtrier, de l'affronter, c'était très éprouvant. Très éprouvant. On parle souvent de ce moment où l'accusé rentre dans la salle d'audience. Ouais. Et quand les parents des victimes, les familles, qui sont aussi des victimes d'ailleurs, parce que quand on a quelqu'un dans sa famille bien sûr. qui est victime, on fait partie des victimes de tout ça. Quand on se retrouve face à cet homme, les yeux dans les yeux, vous l'avez regardé? Oui, je l'ai regardé. Il vous a regardé? Il m'a regardé. Au premier procès, voilà. Et ce qui était bizarre, c'est qu'il m'appelait Daniel et qu'il me tutoyait, alors qu'il m'avait jamais appelé par mon prénom et tutoyé, quoi. En le voyant, quel est le sentiment du papa que vous êtes face à cet homme qui a tué votre fille, qui rentre comme ça dans un tribunal? Eh ben, vous avez de la haine qui monte. Et comment dire, la haine, elle s'arrête pas. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Alors à un moment donné, voilà, si vous êtes constitué normalement, voilà, vous arrivez à faire la part des choses. Et mais bon, elle est là, elle est présente, et vous arrivez à la contenir, quoi. Vous aviez envie de l'interpeller? Vous aviez envie de lui dire quelque chose? Oui.
Oui, j'avais envie de lui dire. Alors après, on peut pas discuter de cette façon-là. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez envie de lui dire? Eh bien, que c'était un meurtrier, un lâche, un assassin, quoi. On n'a pas le droit de taper une femme comme ça, on n'a pas le droit de tuer une femme, on n'a pas le droit de tuer de toute façon qui que ce soit, et d'autant plus une femme, quoi. C'est trop facile. Et lui dire aussi peut-être qu'il avait bousillé votre vie? Mais je pense qu'il l'a entendu, ça, voilà, qu'il avait détruit, qu'il avait bousillé, exactement, ouais. Ce qui est terrible, c'est ce qui s'est passé à la fin du meurtre de votre fille, quand il égorge devant les voisins, qui assistent à ça. Et ensuite, comme si de rien n'était. Il a cette froideur. On a vu des photos au procès d'appel. Il est rempli de sang et il a une fierté. Voilà, il est redressé, il a cette fierté. Voilà, il est fier d'avoir fait ce qu'il a fait. De fumer sa cigarette, de prendre le téléphone, d'appeler la mère de Marine en disant, comme s'il était missionné, c'est ce qu'a demandé le président de la cour d'assises sur le procès d'appel. Il lui a dit, mais voilà, vous avez l'impression d'avoir une mission, qui est-ce qui vous a missionné pour faire ce geste-là, quoi. Pendant un moment, moi, j'apparentais ça à un terroriste, un geste terroriste, c'est-à-dire qu'il avait quelque chose en lui et pour le faire. C'est-à-dire que quand il est parti de Saône-et-Loire, il savait très bien ce qu'il allait faire déjà. Alors, c'était mis en meurtre. Le procureur a dit, je pense que si on avait pu changer l'appellation, on aurait mis assassinat, parce que je suis persuadé que vous aviez prévu ce que vous alliez faire. Est-ce qu'il a expliqué pourquoi, une fois qu'il commet ça, il prend le téléphone et il appelle la maman de Marine? Est-ce qu'il a expliqué, parce que ce geste, il est dingue en même temps. Il appelle quoi, avec fierté, avec... Oui, pour dire voilà, c'est fait. Ouais, c'est fait. Je suis débarrassé. T'es au courant maintenant. Voilà, je t'avais dit ce que j'allais faire et je l'ai fait, quoi. Mais il y a quelque chose de complètement fou, en fait. Ouais. Et son attitude, cette attitude de froideur, voilà, il a dit aux voisins en même temps, vous occuperez des chiens. Quand il est parti, voilà, il y avait les chiens de Marine, vous occuperez des chiens. Il était, oui, c'est ça. Ce geste-là, il savait qu'il allait le faire et de quelle façon il allait le faire. Et on va dire du premier coup de couteau au dernier coup de couteau, ça a duré 15 minutes. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette partie-là où il lui a coupé la gorge un petit peu. Il essayait, voilà, il voulait la terroriser. Il l'a amené jusqu'au dernier moment pour, comme il a dit, pour l'achever. Mais il l'a pas fait. Il aurait pu la tuer tout de suite. Il aurait pu dire, voilà, c'est terminé. J'ai un geste de folie, mais c'est pas ça. Inès Gauthier, psychologue, comment on peut expliquer à la fois une telle froideur, la volonté de voir souffrir petit à petit, parce que c'est vrai qu'il aurait pu, hélas, l'égorger tout de suite. Il a attendu 15 minutes, puisqu'il lui fait des petites traces, il lui fait des petits coups, il lui donne 18 coups de couteau. Et ensuite, il appelle, comme une fierté, il appelle la maman de Marie pour lui dire c'est fait. Et puis, il se met debout, il fume une cigarette et il attend la police. Ça paraît l'œuvre d'un fou. Or, il n'est pas fou, hein, il a été jugé. Pas fou, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de drogue. Il n'y avait rien. Voilà, il y avait pas... Non, je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent. C'est-à-dire que, d'abord, c'est quelqu'un qui ne sait pas visiblement gérer ses émotions, gérer la frustration. Et comme il était renfermé, il parlait assez peu. Donc, quand on n'est pas capable de dire ou de penser « je suis malheureux, j'ai peur qu'elle me quitte, je suis en colère », on va agir. Et on voit que c'est son corps qui a pris le relais, même s'il y avait peut-être préméditation, on voit quand même que c'est le corps qui prend le relais pour exprimer ce qu'il ne peut pas dire et penser. Et donc, je pense qu'en fait, il y a malheureusement un soulagement immédiat, en fait. Même si peut-être que plus tard, il y aura des conséquences dramatiques pour lui. Il se dit, je l'ai fait, ça y est. Voilà, et je pense que sur le moment, ne sachant pas gérer la situation où c'est même pas envisageable pour lui que Marine le quitte, eh ben, il est soulagé parce que ça y est, il a pu détruire la personne qui le faisait souffrir et il l'a gardé quelque part sous son emprise de manière ultime, hein, puisque là, c'est sûr qu'elle pourra pas prendre son envol loin de lui. Et donc, sur le moment, c'est une manière immédiate d'évacuer toutes les émotions négatives qu'il ressent, sans penser aux conséquences sur le long terme. Comme vous avez dit, quelqu'un de normalement constitué, entre guillemets, pense aux conséquences et du coup se maîtrise, n'agit pas. Lui, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'agir immédiat. Sur le moment, il y a une déflagration des émotions, sûrement un apaisement, donc la froideur, fumer sa cigarette, oui, certainement que c'est de l'apaisement qu'il ressent, mais après, à long terme, il y aura des conséquences. Et peut-être aussi que, dans un contexte plus large,
la personne qui met sous emprise une autre personne peut croire elle-même, peut adhérer elle-même à son délire de domination et finalement se sentir légitime en se disant cette personne est à mon service, j'ai besoin d'elle, elle est là, elle vit que pour s'occuper de moi, donc c'est normal qu'elle reste près de moi et c'est scandaleux qu'elle pense à me quitter. Donc il est possible qu'il y croyait lui-même à cette situation d'emprise sans pouvoir envisager autre chose. Et peut-être enfin, juste une dernière chose pour comprendre, c'est que peut-être quand il a vu l'inquiétude que la maman de Marine avait à son égard, en disant il est en dépression, peut-être fait attention à lui, etc. Peut-être que ça l'a juste conforté, malheureusement, dans cette idée que il était dans son bon droit. Daniel, depuis, vous vous êtes reconstruit, vous? Alors oui, on va dire que le deuxième procès m'a sûrement servi. Ma fille Léa, donc, qui avait 19 ans, a assisté au deuxième procès, elle n'a pas assisté au premier. Quand j'ai vu sa force d'affronter le meurtrier, d'affronter les photos de la scène du crime, elle est restée. Elle fait ça pour Marine. Et c'est là où, une deuxième fois, je me suis dit, mais sers-toi de cette force. Tu peux pas la décevoir. Tu peux pas la décevoir. Et elle a affronté tant de choses que tu dois avancer, tu dois te reconstruire et tu dois te servir de ce que tu as vécu pour faire avancer les choses. Et ça a été important pour moi. Voilà, pour l'instant, je suis en train de voir pour créer une structure. Je pense que dans ces meurtres de féminicide, je le divise en 3. C'est-à-dire, il y a ce qui se passe avant, la prévention. Il y a le drame, bien sûr, voilà, ce qu'on vit. Et puis il y a après, comment on se reconstruit. Au niveau du drame, je pense que voilà, les lois sont là, les politiciens sont là pour mettre en place des protections, même s'il en faudra encore. Moi, mon projet, c'est d'agir avant, au niveau éducatif, pédagogique, c'est-à-dire reformer, changer les idées de l'homme de demain, parce que je pense qu'il faut reconstruire l'homme de demain, de la vision, comment on voit les choses. Je lisais un rapport du CNRS qui a été fait il n'y a pas très longtemps, en disant que dès 4 ans, le petit garçon est déjà dominant, est reconnu comme dominant par les filles. Voilà, donc je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Donc après, il faut trouver les outils. Donc ce que vous dites aujourd'hui, c'est se servir de ce drame, finalement, pour faire une association, pour aider les gens, pour aider les hommes et les femmes, parce que les hommes aussi, il faut les aider justement dans ceux qui se sentent un peu violents vis-à-vis de ces femmes. Il faut peut-être les aider, les prendre en main, leur faire comprendre à quel point cette violence, c'est pas ça la société, c'est pas ça l'amour et c'est pas ça le rapport homme-femme. Exactement. Ça marche pas comme ça. Et surtout, après, comment reconstruire? Alors bien sûr, je vais me servir de mes compétences au niveau du sport, au niveau de la sophrologie, mais reconstruire ces personnes pour qu'elles retrouvent confiance en elles, qu'elles retrouvent une dignité. Et ça va être très important. Très important. Et voilà. Donc travailler à ce niveau-là. Et je pense que les médias sont très importants parce que c'est important d'en parler, c'est important de dire les choses, de comprendre. Voilà, exactement. Le fait d'avoir des personnes aussi connues qui soient porteurs du projet, c'est aussi important, et d'en parler. Le fait de témoigner, j'ai eu des personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu témoignes de ce que tu fais? Je dis mais si seulement avec mon témoignage je peux sauver une personne, quelqu'un aura entendu mais je pars, je reste plus à la maison mais je pars et je m'en vais et voilà, je prends les enfants et je m'en vais. Avant on disait je reste pour les enfants, mais là j'ai envie qu'on dise je pars. Et on sait à quel point, et toutes les études l'ont montré à quel point ce type de témoignage est important. Voilà, et combien de femmes disent parfois, en regardant un témoignage à la télé, en entendant quelqu'un, j'ai eu le courage, moi aussi, de partir et de faire les choses. Et on espère que votre témoignage aujourd'hui aura peut-être servi aussi à ça et à rendre hommage à Marine également. Voilà, exactement. Merci Daniel, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu en direct sur ce plateau.